C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Sens, à vous de jouer. Bienvenue dans la Brigade. Salut tout le monde et bienvenue dans la Brigade, épisode numéro 19. Je m'appelle Jean-Philippe Fogg, en compagnie, comme toujours, de Jean-Philippe Fortin ainsi que de Pascal Villeneuve. Aujourd'hui, dans la mise au jeu, reçoit notre collaborateur Patrick Tourangeau. Il a fait un beau travail de recherche sur différentes reconstructions d'équipes à travers l'histoire de la Ligue nationale de hockey. On fait des comparaisons avec celles des sénateurs actuellement. Et aujourd'hui, notre 6e joueur est nul autre que l'ancien des sénateurs, le numéro 17, Denis Hamel. Mais pour l'instant, je me tourne vers mon collaborateur Jean-Philippe Fortin. Qu'est-ce qui se passe dans le warm-up ce matin? Dans le warm-up ce matin, donc, il s'est passé beaucoup de choses dans l'univers des sénateurs dernièrement. Et là là. Retour au jeu du numéro 19, Drake Batherson, qui a retrouvé ses partenaires de trio, Josh Norris et Brady Tkachuk. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, on fait un rappel des transactions de Pierre Dorion et les acquisitions du 21 mars dernier. Donc, on a acquis les services de Mathieu Joseph, Travis Hamonic, Zach Zenichin et on a rappelé le fameux Michael Del Zotto. Dernièrement, on a fait le rappel du géant Matt Sogard et on a renvoyé à Belleville Philippe Gustafsson et ça, je suis très content pour lui pour qu'il voit un peu d'action. Ça ne sera pas de mal pour son développement. Jake The Snake Sanderson est maintenant un sénateur avec son contrat d'entrée. Il portera le numéro 85. Très bonne nouvelle pour notre collaborateur Steven, qui est probablement son plus grand fan de Jake Sanderson. Le 26 août 2003, Eugène Melnyk devenait propriétaire des sénateurs d'Ottawa avec un coût d'achat de 92 millions de dollars US. 18 ans plus tard, il décède malheureusement à l'âge de 62 ans après une longue bataille contre la maladie. Les membres de la brigade souhaitent leurs condoléances à la famille Melnyk. Qui dit départ de Melnyk dit la machine à rumeurs est partie décoller. 2 jours après le décès de M. Melnyk, une bombe a été lancée dans la presse par M. Denis Lessard, comme quoi que les Sens iront peut-être jouer 5 parties de la saison régulière pour la prochaine saison au centre Vidéotron. Évidemment, quand on associe Québec avec la Ligue nationale, ben ça fait partir la machine à rumeurs sur un retour potentiel d'une concession à Québec. Est-ce qu'on voit un lien avec les Sens et Québec? C'est à voir. Les boys, qu'est-ce que vous pensez de ces sujets? Moi, je pense que les médias québécois aiment particulièrement faire de la sauce avec pas grand-chose. Toutes les petites nouvelles qui sortent concernant n'importe quoi concernant les Nordiques, ça fait toujours couler beaucoup d'encre, puis les journalistes le savent, là, ils s'en servent souvent pour faire parler. Écoute, à un moment donné, là, il y a quelqu'un qui étudiait tous les vols de Gary Bettman puis de Bill Daly. Pas Bill Daly, mais c'est ça, Bill Daly, ouais. Puis de où est-ce que leur avion partait, puis où est-ce qu'il allait, puis ça veut dire qu'ils sont en train de regarder pour déménager telle ville à telle ville, puis écoute, là, c'est quelque chose de fou, là. Par contre, moi, de la façon que je vois ça, là, c'est cette espèce de rumeurs-là, je me mets à la place de Québec qui, eux, veulent essayer de prouver à tout le monde que sont un marché, qu'ils sont capables d'acquérir une équipe. Ça fait longtemps qu'ils cognent à la porte de la Ligue nationale. Ils ont fait des matchs hors concours avec les Canadiens, avec l'Avalanche. Ils ont déjà pas mal tout fait ça. C'est quoi la prochaine étape? C'est probablement d'avoir des matchs à la maison, des matchs à domicile de saison régulière. Puis ils se promènent en cognant à la porte à des équipes, puis une des équipes qui peut-être a tendu l'oreille ou qui a dit ça m'intéresserait peut-être, est-ce que ce serait les sénateurs? Je pense pas que c'est les sénateurs qui cherchent à se trouver des portes de secours, des portes de sortie. C'est plus Québec qui essaye de... Mais dans quel but? Pourquoi les sénateurs feraient cette fleur-là à Québec? Ah, que vous voulez une équipe, ben on va vous aider, on va vous prêter une partie de notre saison régulière, puis ça va vous mettre dans la vitrine, mais pendant ce temps-là, nous autres, on n'a plus de propriétaires. Fait que moi, je trouve ça assez particulier, cette stratégie-là de on va en voir à toi, je dis pas. OK, on n'en aurait probablement même pas parlé. Mais là, c'est 5 matchs de la saison régulière.
Fait que moi, je trouve ça vraiment. C'est une question d'argent. particulier. C'est Ouais, vraiment une question d'argent. Mais- C'est la seule chose. Parce que eux, Québec, ils ont beau approcher, ils n'auraient pas approché Montréal, et Montréal va dire allez vous cacher, là, nous autres, on fera pas ça. Là. Toronto, n'importe qui. Je pense que s'il y a une équipe qui voit, parce que si tu parles à n'importe qui, tout le monde pense qu'il y a 8 personnes au match des sénateurs. Fait que c'est connu là, qu'ils ont des problèmes. Fait que si t'as cogné une porte, c'est probablement la première porte à laquelle tu vas cogner. Puis ils s'attendaient peut-être pas à ce que la porte ouvre. Là. Mais elle se rouvre pourquoi? Est-ce que ça nous lance un message pour dire que... Bonne question. Elle s'ouvre, mais c'est la parole du journaliste de la presse contre celle d'Anthony Leblanc en ce moment, là. Anthony Leblanc a dit, oui, il en a été question, a mentionné que c'était Gary Bettman qui avait apporté l'idée, qu'il y avait eu des discussions avec Québécois, mais qu'il n'y avait rien qui avait été concrétisé encore. C'est ce que les sénateurs ont annoncé aujourd'hui. Pour ma part, si tu veux déjà que le lien de confiance est brisé entre l'organisation et les partisans depuis de nombreuses années. Puis on sait qu'il y en a des partisans des sénateurs. Là. C'est juste qu'il y a une blessure qui s'est créée. Puis la première chose qu'il faut faire, c'est guérir cette blessure-là. Il faut rétablir le lien de confiance avec nos partisans. Puis c'est pas en allant jouer 5 matchs de saison régulière à domicile à Québec qu'on va réparer cette blessure-là. Ben, ça, je suis d'accord. Entièrement d'accord avec vous autres. Ce que les sénateurs doivent faire, c'est aller jouer des matchs d'exhibition au centre Slush Poppy, s'impliquer dans la communauté, être à gauche puis à droite. Il faut ramener un sentiment d'appartenance avec les partisans, tu sais. Puis ça, c'est à l'interne de la région puis de son cœur de partisans que ça va se faire. Est-ce que c'est juste maladroit de la part des sénateurs, de la part de... C'est sûrement quelque chose que si Gary Bettman a parlé puis qu'il y a eu une écoute, tu sais, c'est un maudit mauvais timing, là, veut pas, là, comme on disait, là, le corps de Melnyk est encore chaud, là, il est pas... c'est à peine si les gens ont eu le temps de dire leur dernière parole puis de fermer la porte puis faire un deuil que tout ça apparaît. Mais ça a sûrement été discuté avant sa mort. Est-ce que c'est lui qui, de façon maladroite, a dit, tu sais, a tendu l'oreille parce que, veut pas, il l'a fait avant, là, faire des menaces, là. Il l'a fait menacer de venir installer l'équipe à Québec en plein quand c'était pas le temps non plus, là. C'était en plein pendant le match des étoiles, le match extérieur à Ottawa. Est-ce qu'il voulait utiliser ça comme une méthode de négociation pour son aréna au centre-ville? C'est impossible que ça soit quelque chose qui a été discuté depuis 2 jours, là. C'est sûr que c'était avant. C'est ça, exact. C'est sûr, oui. c'est sûr. Ben, c'est quand même particulier que là, au moment que Melnyk est décédé, puis qu'il n'y a plus de propriétaire, hop, cette nouvelle-là sort, puis là, on voit un lien sénateur-Québec. Pourquoi sortir là, à ce moment-là, quand il n'y a plus de propriétaire, puis pourquoi pas avoir sorti cette nouvelle-là quand Melnyk était encore très vivant de son vivant, là? Je trouve ça, c'est ça qui est incompréhensible. Ouais, c'est ça qui est incompréhensible. Puis c'est un manque de respect en même temps. Il y a deux réponses. La première, c'est un hasard. Le journaliste a appris ça aujourd'hui, ouais, peu importe. Ça lui a été coulé à l'oreille, là, peut-être Ou aussi. 2, on a vu une opportunité d'avoir des clics puis de faire jaser. pour faire jaser. Là, j'accuse pas le journaliste, je le connais pas. Là. Pour faire jaser, il a fait jaser, en tout cas. C'est ça. Ça s'est répandu assez vite là, sur Twitter. Là. Je sais pas si vous avez vu ça passer, là, mais... Écoute, ça va peut-être se concrétiser, là, mais si ça se concrétise à date, là, le message est vraiment pas bienvenu dans la communauté ici à Ottawa. Là, ça passe pas. Ce serait juste un clou de plus en plein quand, non, au contraire, on était en train de voir là, la lumière au bout du tunnel. On était en train de voir juste du positif dans les prochaines années. On commençait à avoir des gens, on avait 17 000 personnes, le plus grand nombre de fans qu'on a eu depuis longtemps. Puis là, t'arrives avec un clou comme ça qui va juste nous tourner 3 pas en arrière. Ouch. Pas impressionné. Puis si ça arrive, c'est pas une bonne nouvelle. C'est vraiment pas une bonne nouvelle. Ça envoie vraiment pas le bon message à la Ligue nationale puis aux autres propriétaires puis à Gary Bettman. C'est pas bon. Puis associé avec cette nouvelle-là, Anthony Leblanc a aussi mentionné que les sénateurs, la ville, les sénateurs, Ottawa, je sais pas trop, essayaient d'accueillir le championnat mondial junior en partenariat avec la ville de Québec. Mais là, je me pose encore la question, pourquoi est-ce qu'Ottawa a besoin de la ville de Québec? Est-ce qu'Ottawa avec Gatineau, c'est pas assez? Est-ce qu'on manque d'infrastructures? Est-ce que c'est une question de logistique? Ben, je pense que ça prend un certain nombre de sièges pour accueillir ces matchs d'envergure-là. Puis je pense pas que le centre Slush Poppy est capable... C'est 4700 personnes, plus le centre TD, qui est où jouent les 67, plus le CTC.
ça commence à faire pas pire, je pense. Là. Mais c'est un classique, là, ils le font souvent. Là, le championnat junior, ça séparait ça à quelques arénas. Là. Oui, mais c'est des, en voulant dire, c'est des amphithéâtres, là. C'est pas des petites... La Ligue nationale, c'est ça, c'est pas des petites arénas de juniors, là. Mais c'est sûr qu'Anthony Leblanc n'a pas eu le choix d'atténuer cette nouvelle-là en passant à un autre sujet pour comme se démarrer de tout ça, là, ben honnêtement. Là. C'est sûr qu'il a essayé de faufiler une autre nouvelle pour que ça passe mieux, mais le mal était fait. Là. Ouais, il est en damage control, il n'y a pas le choix. Là. Ben, c'est sûr que ça n'a pas été... Il n'y a personne chez les sénateurs qui était content ce matin. Là. Ben, je vais être honnête. Moi, j'ai eu un débat interne avec vous aujourd'hui, puis moi, honnêtement, dans ma perception, si les sénateurs déménageraient à Québec, ce serait le meilleur scénario pour moi personnel, même si je suis un grand fan des Sens. Puis je vais toujours le rester fan des Sens. Ces gars, on fait 5 ans qu'ils sont dans la cave, puis je prends pour eux autres, pareil. Puis je les encourage pareil. Je fais 800 km pour aller voir. Pour les encourager, je les encourage. Mais c'est sûr que les avoir à Québec, puis revoir une équipe à Québec, ben c'est sûr que c'est intéressant, puis c'est le fun. Fait que c'est sûr que le meilleur des mondes, pour moi, c'est d'avoir mon équipe à Québec. Voilà, tout. Moi, je veux les Rays de Tampa Bay à Montréal. À Montréal, là, c'est sûr. Là. Je vais devenir un fan des nouveaux expos, c'est sûr. Là, mais... Voilà. Ben moi, je veux les sénateurs à Ottawa. Exact. Ben oui, c'est ça. Puis ça finit là. Ah oui. L'avenir de l'autre dira. Je vous le dis, là, puis les gens de Québec là, sont les premiers qui peuvent le dire. Là, tu veux pas perdre ton équipe professionnelle dans ta ville. Tu veux pas. Puis les gens de Montréal peuvent nous dire la même chose avec le baseball. Perdez pas votre équipe parce que, un, vous allez vous ennuyer, puis deux, en ramener une. Bonne chance. On a vu ça une fois, là. À peu près, là, on a vu Winnipeg réussir à faire ça. Là. Dans un instant, on reçoit notre collaborateur Patrick Tourangeau. Tout est en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast à tous! Et pour le deuxième segment de l'épisode, on est en compagnie de notre collaborateur Patrick Tourangeau. Salut Pat, comment ça va? Oui, bonjour. Bonjour JP. Bonjour les gars. Pat, on le sait, les sénateurs sont en reconstruction. On est au courant, tout le monde ici. Mais il y a eu d'autres équipes par le passé qui ont fait des reconstructions. Pour certaines, ça a fonctionné. D'autres, ça n'a pas fonctionné. C'est de ça que tu vas nous parler aujourd'hui. Oui, en fait, certains, ça a fonctionné, puis d'autres, on dirait que ça n'a pas fonctionné, mais ça fonctionne. Puis d'autres, ça fonctionne pas. Fait que c'est... Je vais vous expliquer ça, puis pourquoi que, dans le fond, on a décidé de parler de ça, c'est que j'entends souvent les gens, dans le fond, critiquer que la reconstruction de Dorion, ça fonctionne pas, et ainsi de suite. Puis je pense que les gens savent pas c'est quoi une reconstruction, puis on va essayer de leur montrer un petit peu c'est quoi. Fait que je vais commencer avec, au début des années 2000, les Penguins de Pittsburgh ont fait une reconstruction. C'est-à-dire, ils ont laissé partir tous leurs joueurs, ils ont fait la même chose que les sénateurs. Ils ont manqué les séries, ils ont été dans le fond de classement pendant, dans le fond, 4 ans, mais sur 5 ans. 4 saisons, mais sur 5 ans. C'était à cause qu'ils ont eu, il y a une saison qui a eu un lockout. La saison du lockout, très chanceux, ils ont gagné la loterie. Fait qu'ils ont eu le premier choix qui a été cette année-là, Sidney Crosby. Fait qu'on va regarder ça. 2001-2002, première année, 69 points. Et ils ont repêché 5e, ils ont repêché Ryan Whitney. Deuxième année, 2002-2003, 65 points. Ils ont repêché un premier, Marc-André Fleury. Troisième année de la reconstruction, 2003-2004, 58 points. Fait qu'ils ont baissé encore. Ils ont repêché Evgeny Malkin au deuxième rang. Ensuite, il y a eu le lockout. Comme j'ai dit, ils ont repêché Sidney Crosby au premier rang. Et ensuite, 2005-2006, 58 points. Ils ont repêché Jordan Staal au deuxième rang. Ils ont été très chanceux. Ça, là, quand même, hein? Ils ont gagné à l'auto, eux, parce que plus qu'une année. Parce que là, on parle de 5 choix dans le top 5 pour 5 ans. C'est sûr là, que ça a donné des résultats par après. Là-dessus, tu as 3 joueurs qui se sont vraiment démarqués, c'est-à-dire Crosby, Malkin et Fleury. Ils ont eu plus que 12 saisons consécutives là, qui ont fait les séries. Je dis plus que 12 parce que j'ai arrêté de compter à un moment donné. Je pense même pas qu'ils ont manqué depuis. Ils ont gagné la Coupe en 2009, 2016 et 2017. Ils ont gagné 3 Coupes Stanley avec la reconstruction. Fait que dans leur cas, il n'y a pas de doute, ça a fonctionné. On va tout de suite passer au deuxième, parce que c'est les modèles un petit peu que Pierre Dorion s'est basé. Le Pittsburgh, puis le deuxième modèle, c'est Chicago. Peut-être un avantage qu'il y avait dans ce temps-là, les Pingouins, c'est que le pourcentage de chance, la façon que le boulier puis que les boules étaient redistribuées, je pense qu'il avantageait encore plus les équipes de bas de classement qu'aujourd'hui où ils essayent de comme... Oui, ben aujourd'hui, il y a plus d'équipes, je pense, qui sont dans la loterie. Je pense qu'avant, c'était juste 8. Je me trompe pas. Ça a été 5, ça a été 8.
C'est un peu plus dur d'être aussi chanceux aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Pour la deuxième équipe, Chicago, eux, dans le fond, c'est une reconstruction sur 6 ans. Quand je dis qu'il faut être patient, là, c'est sur 6 ans, mais il y a une année qu'ils n'ont pas joué, c'est le lockout. Fait que c'est 5 années perdantes. 2002-2003, 79 points. C'est la première fois qu'ils ont manqué les séries. Ils ont pêché Brent Seabrook à la défense comme au 14e rang. Mais je vais aller aussi en deuxième ronde. Ils ont pogné un bon joueur qui était le gardien Crawford au 52e rang. 2003-2004, 59 points. Ils ont pris au 3e rang le défenseur Cam Barker. Il n'a pas eu une longue carrière comme telle, mais il a quand même été bon. 2004-2005, il n'y a pas eu de saison. Où ils ont eu le 7e choix, eux, avec la loterie. Ça a été Jack Skyle. Pas une grosse carrière. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. 2005-2006, 65 points. C'est pas très fort non plus comme saison. Ils ont pêché 3e au Jonathan Taze. Là, ça a été comme, si on veut, le moteur qui s'est mis en marche. Vraiment, le joueur qui a commencé à changer la formation. Ensuite de ça, 2006-2007, 71 points. Ils ont pêché Patrick Kane au premier rang. Fait que Jonathan Taze, Patrick Kane, c'est vraiment eux qui ont vraiment changé tout. La dernière année qu'on a fait des séries, ils avaient quand même recommencé à monter. 2007-2008, 88 points. Ils ont pêché Kyle Beach. On a entendu parler avec l'histoire là, le joueur d'agression là, sur le personnel médical et tout, là, puis ça a gâché sa carrière. Malheureusement, je l'avais vu dans les juniors, je pensais que c'était pour venir vraiment une vedette. Là. Il était solide, puis il n'a pas fait partie de la reconstruction. La reconstruction, dans le fond, j'ai nommé 7 joueurs, 4 bons choix, 3 moins bons. Fait que les 4 bons choix, ils ont été capables comme de monter. Fait que ça me dit que tu sais, notre choix, Tyler Boucher, là, si ça marche pas, c'est pas la fin du monde. Fait que, ouais. c'est ça. Ça arrive. Peut-être ça va marcher les choses aussi, en perspective. Ouais, c'est ça. Puis eux, avant ça, il y avait quand même repêché Duncan Keith au 2e rang. Mais c'était les années avant la reconstruction, comme nous, pour Thomas Chabot, c'est avant la reconstruction. Fait que ça, c'est les 2 exemples que tout le monde sait parce que ils ont gagné. Après ça, 9 années sur 10, Chicago a fait les séries. Ils ont manqué une fois les séries. Sûrement des blessures, je m'en souviens plus. Ils ont gagné 3 Coupes Stanley également. À cause des Coupes Stanley, les gens font « Ah, ça a fonctionné, Pittsburgh, Chicago ». La patience des partisans, des fois, là, c'est difficile avec une reconstruction. Puis Toronto, qui a un gros marché de hockey, comme Montréal un peu, ont décidé, eux, mais ils avaient manqué les séries 7 ans de suite. Mais ils voulaient pas faire de reconstruction. Ils allaient chercher des joueurs autonomes, ils essayaient de rebâtir l'équipe. Puis là, ça fonctionnait pas. Patchage. Ah ouais, c'est ça. Ils ont laissé aller des choix de repêchage, puis des bons jeunes pour aller chercher des vétérans pour gagner tout de suite. Ça avait de la misère à fonctionner. À un moment donné, ils ont fait les séries. En 2012-2013, ils ont fait des séries. Par contre, après ça, il n'y avait pas de relève. Tu sais, je veux dire, ils ont travaillé avec des vétérans, puis le kit, ils ont manqué un petit peu de relève. Les vétérans ont pris de l'âge. Qu'est-ce qui arrive, c'est que ça recommence. C'était pas supposé, là, c'est de la malchance, là, que ça a été juste un an qu'ils participent aux séries. Mais même à ça, c'est leur façon de faire. Moi, je trouve que, tu sais, de reconstruction, quand tu fais ça, après, tu t'assures d'avoir une bonne équipe pendant plusieurs années. Tandis que eux, ils l'ont pas fait, mais là, après, ils ont décidé de le faire. Là, ils ont manqué les séries 3 ans seulement. Mais dans ces 3 ans-là, 2013-2014, à 84 points, ils ont bien repêché. Ils ont pêché William Nylander au 8e rang. En 2014-2015, avec 68 points, ils ont pêché Mitch Marner au 4e rang. Puis 2015-2016, 69 points, ils ont pêché Austin Matthews au 1er rang. Ça, c'est le noyau présent qui fait en sorte que l'équipe gagne. Ça fait 58 que l'équipe, dans le fond, participe aux séries. Fait que pour moi, c'est un succès, même si en série, ils ont la misère. En série, ils ont la misère. Mais ils ont toute une équipe pareille, oui. Ouais, l'année passée, sans la blessure de Tavares, je suis pas mal certain qu'ils passent Montréal puis qu'ils passent Winnipeg. Après ça, peut-être pas, là, mais ces 2 équipes-là, normalement, il aurait dû les passer. Là, il y avait un trio, il y avait beaucoup de pression juste sur un trio. Ça n'a pas marché. Ils ont perdu en 7 contre Montréal. Cette année, malheureusement pour eux autres, ils vont faire les séries, mais il faut qu'ils affrontent soit Floride ou Tampa Bay. Fait que cette année, on va oublier ça. Jusqu'à quel point Toronto, leur temps est compté en ce moment? Là? Que la fenêtre va se refermer, je pense pas. Pas tant que ça, mais c'est le temps de l'entraîneur puis du directeur général qui va être compté, je pense. Ouais. Mais l'équipe, elle va être bonne encore parce qu'ils ont des bons jeunes qui s'en viennent. Ils ont la défense de Sandin, Lillingen. Ils ont Robertson comme ailier. Ils ont Knie qui s'en vient. Là. Ils ont des bons jeunes quand même. Je pense qu'il va y avoir une continuité dans le succès pour encore quelques années.
Ils vont trouver des façons de garder leur vedette. Là. Peut-être pas Nylander, peut-être que lui va partir à un moment donné. Mais je pense que les autres sont là. Je pense pas que ça va être les vedettes qui vont partir, mais je pense que ça va être les entraîneurs. L'entraîneur, directeur général, s'il y a des changements qui vont se faire. Là, Pat, tu nous parles d'équipes pour lesquelles ça a relativement bien tourné. Ouais. Ça n'a pas été bien pour tout le monde. C'est le manque de patience qui va faire en sorte que ça ne marchera pas. Il faut que tu acceptes de perdre pour gagner. C'est plate, mais c'est ça. Edmonton, pendant 10 ans, ils n'ont pas fait des séries après avoir fait la finale de la Coupe Stanley. Pendant 10 ans, ils n'ont pas fait des séries. Ils ont eu des bons et des moins bons repêchages. Par contre, le directeur général, là, j'oublie son nom, c'est lui qui arrivait de Boston. Là. Peter Chiarelli. Quand il est arrivé, il a fait des changements qui ont fait mal à l'équipe. Avant ça, il y avait en 2011-2012, quand ils ont repêché Yakupov au premier rang. Le plus fou dans cette histoire-là, c'est que sur les 11 recruteurs de l'équipe, il y en a 10 qui ne voulaient pas Yakupov. Il y en a un qui le voulait, mais le propriétaire s'en est mêlé, puis il voulait vendre des billets, puis il s'est dit, ça prend un attaquant, va attirer du monde. Vous prenez Yakupov. C'était pas un gros repêchage. Le choix des recruteurs des Oilers, c'était le défenseur qui est sorti deuxième, là, Murray. Fait que c'est pas, il n'y a pas une longue grosse carrière tant que ça non plus. Mais oui, il est encore dans la Ligue nationale, contrairement à Yakupov. C'est ça. Après ça, par contre, ils ont quand même Ryan Nugent-Hopkins, Cliff Boom, Daniel Nurse, Draisaitl, Connor McDavid, Keller Yamamoto, Jesse Puljujarvi, Evan Bouchard, derrière Philippe Brockberg, Dylan Holloway, Xavier Bourgault. C'est tous des bons joueurs. Ça fait en sorte que l'équipe, là, ils ont un super bel esprit d'équipe quand on les regarde aller. Cette année, moi, je dis qu'ils vont faire les séries pour une 3e année consécutive. Parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils ont fait des séries en 2016-2017, mais le directeur général de l'époque, il a décidé de gâcher ça. C'est-à-dire, avoir des vétérans, il était tanné la gang de jeunes qui s'amusent, là, un peu comme à Ottawa, là, on voit ça, Kachuk, Studzol, Chabot, des jeunes qui tiennent ensemble, ils ont du fun pareil, même s'ils perdent. C'est quand même bon pour l'esprit d'équipe, mais lui, il aimait pas ça. Fait que là, il a échangé Tyler Hall pour Larson. C'est pas... Hall a été gagné le MVP à New Jersey. Ils ont changé Burley pour Runstrom. Si ces deux-là, ils seraient restés, ben, ils n'auraient pas manqué les séries, d'après moi, en 2017-18, 18-19, parce que Connor McDavid était tout seul. Puis là, présentement, ça c'est une bonne lancée. Je pense qu'ils vont faire les séries cette année. Fait que la reconstruction a marché, mais a été plus longue que prévu à cause de l'impatience du DG. Sinon, rapidement, Buffalo aussi ont manqué de patience, mais eux, ils manquent de patience. Ils changent de DG. Le nouveau DG qui arrive, il met tout le plan de reconstruction nouvelle vision, veut recommencer. Il recommence. Ouais. Ça fait 4 fois, je pense, qu'ils recommencent la reconstruction. Ils échangent les gars qui repêchent les premières rondes. Dans le fond, Ristolainen, Zadorov, il y en aurait besoin, ces deux défenseurs-là, aujourd'hui. Sam Reinhart, je veux dire, je ne comprends pas encore cet échange-là. C'est un super bon joueur. Jack Eichel, je le comprends, par exemple. Lui, ils ont eu un bon retour en plus. Puis c'est plate à dire, mais on voit son attitude. Puis c'est ça, là. Il arrive à Vegas, puis il continue à faire de l'attitude. Puis c'est pas une mauvaise affaire. Mais c'est pas tous les caractères qui fit. Ça, c'est correct. Mais que là, ils repartent une reconstruction. Ça va être long, eux autres aussi. Ben, moi, ce que je remarque, Pat, c'est les équipes pour lesquelles ça a bien marché avaient vraiment des joueurs d'élite, si je peux dire. Des Sidney Crosby, des Jonathan Toews, des Patrick Kane. Là, on a Austin Matthews. Est-ce que les Sénateurs ont ce joueur d'élite? Studzol, d'après moi, il va devenir un Pasternak. Ouais. Ensuite de ça, tu sais, Kachuk, c'est un 30-30. Lui, là, selon moi, c'est un 30. Ça va devenir un 30 buts, 30 passes. C'est plus un attaquant de puissance. Pinto, on le sait pas. Écoute, Pinto, on sait pas grand-chose, hein? On a out. Il a le potentiel. Est-ce que sa blessure va le ralentir? Il a manqué un an quand même, là. Shane Pinto, là, il y a du Patrice Bergeron en lui, là. C'est un gars... il est fort offensivement, il est fort défensivement. C'est le genre de joueur que les entraîneurs veulent toujours avoir sur la glace. Pour revenir aux Sénateurs comme tel, là, ce que j'allais dire, c'est que eux, dans le fond, ils ont manqué les séries 2013-2014. Ils ont fait les séries en 2014-2015, mais pourquoi ils ont fait? À cause d'Andrew Hammond. On s'entend-tu qu'ils devaient les manquer? Ouais. Cette année-là, là, c'est quasiment un miracle qui est arrivé. Là. L'année d'après, ils ont manqué les séries. Puis l'année d'après, ils ont fait avec un nouvel entraîneur, Guy Boucher. Ça a bien été, ils sont rendus très loin.
Puis l'année d'après, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont acquis Matt Duchene, qui n'était pas un mauvais choix. Il était rendu là parce que, selon moi, Matt Duchene, il apporte plus qu'un Carl Turris ou Derek Brassard. Ouais. Par contre, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a gâché toute la saison? C'est la chicane entre Erik Karlsson puis Mike Hoffman. Fait que là, il y a un problème dans le vestiaire, mais c'est pas juste un problème entre ces deux-là. Le problème était beaucoup plus grand que ça. Parce que le problème, il a divisé la chambre. Les deux avaient des amis dans le vestiaire, là. Ça a traîné toute la saison, ça. Ça s'est pas réglé. Ça s'est pas réglé durant l'été. Dorion, il a senti qu'il n'y a pas le choix de partir à 9. T'en échanges un, il y a des malheureux. T'en échanges un autre, il y a encore des malheureux. Tu sais, je veux dire, il fallait qu'il reparte à 9. Ça se réglait pas. Puis, tu sais, je veux dire, Hoffman, je suis d'accord que un peu, il pense à lui et ses statistiques, mais je ne mettrais pas ça entièrement de sa faute non plus, là. OK, Hoffman, c'était aussi... Il y avait des amis, c'était un gars d'équipe, c'était lui qui organisait le party du Super Bowl des gars. Tu sais, Carlson, j'ai entendu parler... Les blondes s'en ont mêlé aussi, hein? C'était un gâchis total. Ouais, ben ça part de là. C'est une chicane de filles qui s'est transformée en chicane de tout le monde, là. C'est Carlson aussi, il est spécial, là. Il y en a beaucoup qui en ont parlé après, là. J'ai pas eu des entrevues avec Guy Boucher, avec Guillaume Latendresse de comment il était Carlson, là. Puis il était un peu spécial, un peu princesse, puis c'est pas tout le monde qui l'aimait dans un vestiaire. Fait que il y avait un problème, là. Genre vraiment une séparation qui s'est faite. Quand tout le monde pousse dans la même direction pour qu'on gagne, il n'y a pas de problème. Mais quand ça commence à aller mal, puis un s'accuse, puis ainsi de suite, ben ça fait en sorte que Pierre Dorion, il a comme senti qu'il avait pas le choix de faire une reconstruction. Oui, il aurait pu juste échanger les deux, puis on repart avec ça. Mais il a décidé de... Il a regardé les années, les 4 années d'avant de se rendre à la demi-finale. Puis l'équipe, c'était so-so. Fait que il a décidé de repartir à 9 avec le modèle de Pittsburgh puis de Chicago. Fait que là, on parle de la reconstruction dans le fond, là. Ça a commencé seulement en 2017-2018. C'est la première année là, de la période qu'on a manqué les séries, là, c'est-à-dire après le but à prolongation contre Pittsburgh. En 2017-18, 67 points. On a pêché Barry Tkachuk au 4e rang, puis Jacob Bernard Docker, 26e rang. Ensuite de ça, 18-19, 64 points. Lassie Thompson, 19e rang. Shane Pinto, 32e. Matt Sogard, 37e. Ensuite, Cleven, 44e. Javanti avant, 33e, puis Sokolov, 61e. C'est tous des choix des 2 premières rondes. Tous des choix qui sont dans l'organisation aujourd'hui, là. 2019-2020, Stutzel, 3e, Sanderson, 5e, Greg, 28e. 2020-21, à 51 points en 56 games. Ils ont pêché Tyler Boucher au 10e rang, Ostapchuk au 39e, puis Ben Roger, 49e. Fait que là, c'est les 4 années de repêchage qui commençaient la reconstruction. Puis cette année qui est la 5e. C'est la 5e année. On va manquer les séries pour une 5e année. C'est pas mal la moyenne des reconstructions sur 5 ans. Puis si on regarde ça, là, moi j'ai bien de la misère avec les gens qui disent que Dorion, il a manqué sa reconstruction, ça marche pas. J'ai de la misère avec ça, pour la simple et bonne raison que présentement, des joueurs qui jouent réguliers dans tous ceux que j'ai nommés, qui a repêché à partir du moment qu'il a décidé de faire une reconstruction, il y en a juste 2. C'est Brady Tkachuk puis Tim Stützle. Il y en a qui viennent occasionnellement, qui commencent à prendre l'expérience, qui retournent dans la ligne américaine, mais des réguliers, il y en a 2. Je trouve que c'est un petit peu dur d'évaluer que son plan, il est bon ou il est pas bon. Parce que les autres, dans le fond, ils avaient été repêchés avant, j'imagine. Batherson, Norris, ces joueurs-là, ils ont été repêchés avant qu'ils décident. J'ai juste compté les choix repêchage des sénateurs. Pour ce qui est de Norris, c'est à qui il vient une transaction. Fait que oui, il y en a 4. Il y en a 4, sinon, avec en plus de Tkachuk, Stützle, il y a Norris puis Brandstrom. OK, de la reconstruction. Okay. Fait que là, on parle de 4 quand même seulement. Est-ce que Brandstrom fait partie de la reconstruction? C'est une question qu'on se pose toujours. J'évalue les potentiels. OK, A va être, mettons, des potentiels excellents. B, ça va être bon correct. C, ça va être un petit doute, mais il devrait toucher à la Ligue nationale. Puis D, j'ai des gros doutes, OK? Dans le A, des joueurs repêchés, Brady Tkachuk, Shane Pinto. Lui, ça peut être A ou B, on ne sait pas encore, mais moi, je pense encore pour le A. Matt Sogard, Tim Stützle, Jake Sanderson, puis Reddy Gray, qui va être vraiment une bougie d'allumage. Ça, c'est mes A. Ensuite de ça, les B corrects, Jacob Bernard Docker, Lassie Thompson, que cette année, il y a beaucoup, moi, je trouve qu'il a beaucoup progressé. Je ne tripais pas tout au début de l'année. Ben,
Je l'aimais bien, là. Je disais qu'il était pour faire une troisième paire dans la Ligue nationale, qui va peut-être être le cas, peut-être plus, mais au moins, j'ai vu une belle progression de sa part. Ensuite de ça, Tyler Cleven, lui aussi, belle progression, va être parfait comme troisième gaucher, éventuellement à Ottawa, à la défense. Puis Egor Sokolov, qui va quand même être un bon joueur sans être une vedette. Ensuite de ça, ceux que j'évalue comme un petit doute, qui voudrait avoir du succès, mais j'ai quand même un petit doute. Robbie Jarventy, il a progressé, il a juste 19 ans, il va bien dans la ligne américaine quand même pour son âge. Par contre, c'est un gars de séquence. Puis aussi, quand je regarde la compétition qui est à l'interne, je me dis qu'à un moment donné, les sénateurs sont peut-être mieux de l'inclure dans une transaction. Ça, c'est mon point de vue, parce que si je fais, mettons, comme mon top 4, j'ai la misère à l'insérer où je le vois. Si je le vois pas, c'est une quatrième ligne. Fait qu'il faut qu'il soit les 3 premiers alliés gauche. Fait que c'est plus là-dessus que j'ai la misère. Ensuite, Tyler Boucher. Oui, il frappe. On l'a vu. Mais il est pas toujours concentré sur la game offensive. Puis on a des doutes là, qu'il va avoir un rôle de premier plan. Je pense qu'il va plus avoir un rôle à la Austin Watson. Le commentaire, c'est dans une équipe gagnante, il y a toujours un joueur comme ça. Oui. Peut-être, mais c'est rare qu'il ait été repêché en première ronde. Non, pas en première ronde, mais c'est rare qu'il ait été repêché 10e. Ça, c'est un fait. C'est ça. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, ils ont décidé c'est de pas prendre de chance, c'est ça qui leur manquait. La journée qui va être dans les séries, ça se peut que c'est celui qui marque le but gagnant. Là. Pat, en terminant, est-ce que les sénateurs font les séries l'année prochaine? Il y a des chances. Il y a des chances. Il y a des chances. Non, mais ils vont pas pêcher un top 10. C'est ça, je peux vous le dire. OK? L'année prochaine, là, les sénateurs, dans le fond, pour que ça fonctionne, ben là, je suis content. Ils ont signé Anton Forsberg parce que là, j'ai quand même des gros doutes, là, c'est gardien de but. On voit que Gustafsson n'est peut-être pas prêt encore. Puis Murray, ben, il passe son temps à se blesser. Fait que je suis vraiment content qu'ils aient signé Anton Forsberg. Il leur donne une bonne chance. Ensuite de ça, Sanderson va être là, sa deuxième paire. Moi, je dis, Sanderson, deuxième. Holden descend. Fait que Holden, moins de temps de jeu, ça va être mieux. T'sais, il y a eu des bonnes périodes Holden cette année, là, mais récemment, ça va pas tellement bien. Fait que ça va être plus rapide, les sorties de zone. Même chose du côté droit, mais là, oui, ils ont été chercher à Monique, là, on verra. Là, selon moi, il va commencer après sa première ligne, un peu comme Goodbranson quand il est arrivé, puis il va finir sa 3. Là. Fait que c'est la troisième paire. Fait que mais Lassie Thompson, il va finir par faire l'équipe l'année prochaine. Ça va sortir plus rapidement la rondelle. Fait que ça va être la grosse différence. Sokolov va remplacer Sanford. Shane Pinto va être là pour l'année. Avec ça, ils vont batailler pour une place en série. Ils vont peut-être se qualifier, peut-être pas, mais il n'y aura pas un top 10. On n'en veut plus de ça. On est tanné. On aime ça. On a besoin d'un peu de positivisme en ce moment. Là. Merci de nous l'emmener. Ouais. Ça fait plaisir. Un gros merci, Pat. Ouais. En fait, en gros, le mot de la fin, je pense que c'est faut pas paniquer. Puis il faut être patient. Je sais que c'est dur, là. On est tanné, tout le monde est tanné. Mais c'est pas le temps de paniquer, puis tout briser ce qui a été fait, puis recommencer dans 3 ans. Non, c'est un fait. Puis les joueurs qui ont été repêchés par le plan, là, ils commencent à arriver. L'année prochaine, il y en a plus. L'année d'après, il y en a encore plus. Puis c'est des bons joueurs qui ont été repêchés. Merci, Pat. Plaisir, à la prochaine. Dans un instant, on reçoit l'ancien joueur des Sens, Denis Hamel. On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son 6e attaquant. Alors, il a été repêché par les Blues de Saint-Louis en 1995. Il a porté l'uniforme des Sabres, des Thrashers, des Flyers et des Sénateurs d'Ottawa. Denis Hamel est avec nous. Denis, bienvenue à la brigade. Ça me fait plaisir. Alors, Denis, tu es originaire de La Chute. Tu habites maintenant à l'Est ontarien, mais entre ça, tu t'es promené pas mal. Parle-nous donc un peu du début de ta carrière. Comment ça s'est passé? Ben, quand tu dis je m'ai promené beaucoup, oui, depuis l'âge de 16 ans, je suis parti de la maison. Je suis allé à Chicoutimi, qui est environ 5 heures de La Chute. Je suis allé jouer mon junior là-bas. Puis ensuite, j'ai été repêché. Puis je suis allé vivre aux États-Unis à Rochester pendant 3 ans. Puis ensuite, j'ai vécu dans l'État de New York pendant au-dessus de 15 ans. Puis tu nous parlais tantôt, là, un jeune joueur québécois qui arrive à Rochester, ça ressemble à quoi? Qui parle pas nécessairement la langue? Ben, je parlais pas la langue. Je vais être honnête avec tout le monde. Quand je suis arrivé junior, je me disais que j'étais pour travailler sur la ferme à mon père. Fait que j'étais arrivé pour jouer au hockey. Puis je me disais à 19 ans, je retournais sur la ferme à mon père. Puis les choses ont changé. J'ai été repêché. J'ai signé un contrat. J'étais allé à Rochester, qui appartenait au club école de Buffalo.
c'est là que tu réalises que quand tu es à l'école, les cours d'anglais, c'est important. Parce que je suis arrivé là-bas, je parlais absolument rien d'anglais. Je peux vous conter des anecdotes qui m'est arrivé que quand tu arrivais au grocery, tu faisais tes groceries, puis le monde me parlait, mais je comprenais absolument rien. Puis quand elle me disait le montant, je regardais le register pour dire « OK, ben c'est ça mon montant. » OK, ben là, je lui donnais l'argent, puis je m'en allais. C'était ça au début. Mais j'ai été chanceux à Rochester. J'ai rencontré des francophones qui m'ont aidé beaucoup dans mon apprentissage pour les 3 premières années. C'est à cause d'eux autres que j'ai pu percer pendant 15 ans aux États-Unis. Puis là-bas, comment ça se passait avec les gars dans la chambre? Avais-tu réussi des belles relations avec les autres quand même? Comment tu étais accueilli dans ce vestiaire-là? C'était vraiment comme souvent, on voit des clics, là, les francophones vont être ensemble, les Européens vont être ensemble, ou c'était quand même une bonne chimie? C'est une bonne chimie parce que, comme je vous ai dit, il y avait environ 8 Français quand je suis arrivé. Puis, il avait gagné la Coupe Calder l'année avant que j'arrive avec ces gars-là. Fait qu'ils s'avaient dit, d'autres Français, ça va nous aider. Ils sont vraiment comme il me disait, comme il nous aidait vraiment à nous introduire dans l'équipe, à nous parler. Ils voulaient comprendre notre langue. C'était plus facile sur un côté pour ça. Wow! Mais il y a d'autres choses que comme je dis à d'autres joueurs de hockey, des francophones, il y a d'autres places, ça ne sera pas de même. Tu vas arriver, tu vas être le seul francophone. Il faut que tu fasses ta place. Mais j'ai été chanceux, honnêtement, pour avoir 3-4 joueurs, même on était 8 Français au début. Ça l'a aidé beaucoup. Fait que les anglophones nous introduisaient beaucoup avec eux autres et nous acceptaient. C'était dur toute seule, mais vu que j'étais en groupe, ils nous ont accepté, puis c'est, comme là j'ai dit, c'est un cheminement qui m'a appris à continuer, puis après ça, veux pas, faut que tu apprennes le langage qui est les pratiques. Le coach parle pas français, il y a plein d'autres affaires. La télé est pas française. J'écoutais comme tu t'habitues, mais ça prenait le vouloir aussi. C'est pas juste le fait comme je m'en vais là puis je fais rien. J'ai voulu apprendre, j'ai voulu m'introduire avec les gars, j'ai voulu continuer avec eux autres. Puis c'est peut-être, comme j'ai dit depuis tantôt, c'est peut-être à cause de tout ça que mon vouloir de continuer m'a fait permettre d'avoir la carrière que j'ai eue. C'est sûr que si tu pars de Chicoutimi ou junior majeur, il y a des équipes que ça se passe un peu plus en anglais. À Gatineau, je pense que c'est un peu plus en anglais. À Chicoutimi, ça se passe tout en français. Fait que c'est sûr que le saut dans la Ligue américaine, il est pas le même pour tout le monde. C'est une autre place que quand je suis arrivé, ils venaient de gagner la Coupe du Président. OK. L'année après, moi, j'arrive. Puis Chicoutimi, vraiment, tout le monde le sait, c'est juste francophone. Il n'y a pas personne qui parle en anglais là-bas. Peut-être maintenant, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a ceux qui vont à l'école anglaise parce que leurs parents parlaient anglais. J'allais à l'école, mais je me disais que l'anglais, je m'en servirai jamais. Puis regardez, je m'en ai servi et je m'en sers encore en ce moment. Fait que c'est une langue bien importante. Denis, j'ai lu quelque part que dans ta première saison dans la Ligue nationale, tu as eu une blessure assez sérieuse au genou. Penses-tu que ça a eu un effet sur ta carrière ou comment ça s'est passé? Oui, j'ai eu une très grave blessure. J'ai eu 3 ligaments sur 4 dans le genou qui étaient déchirés. J'ai eu une opération. Ça m'a pris 6 mois à revenir. Pour dire que ça peut m'avoir nuit, oui. Je l'avoue, ça peut m'avoir nuit. Mais c'est des choses qui arrivent en tant qu'hockeyeur. C'est un accident qui est arrivé pendant une game. Puis c'est sûr que j'aurais aimé ça savoir que j'aurais pu jouer dans la Ligue nationale plus longtemps, je n'aurais pas eu cette blessure-là. Mais ça, personne ne le sait. C'est juste le fait que tu as la blessure, tu continues, tu travailles fort. Puis après cette blessure-là, oui, ça m'a pris quelques années, mais j'ai eu la chance de revenir jouer dans la Ligue nationale 4 ans après avec les Sénateurs d'Ottawa. Fait que c'est un bien pour un mal, mais c'est sûr que j'aurais vraiment ça savoir si je n'aurais pas été blessé. Malgré ça, tu as quand même eu toute une carrière, puis je pense que tu peux en être fier. Tu as joué pour 4 équipes de la Ligue?
Oui. Y en a-tu une qui t'a particulièrement marqué ou... J'ai bien aimé Buffalo. Buffalo est une ville... C'est une ville vraiment... Peut-être parce que c'était mes premières années là-bas, là, mais les partisans, la ville, tout le monde, on parle de Buffalo, tout le monde dit « Ah, c'est pas beau, Buffalo ». Pour le sport, c'est vraiment beau. Ils ont le football, ils ont le hockey, ils prennent soin de leurs athlètes puis tout. Puis après ça, Atlanta, j'ai resté là juste 3 semaines. Ça, c'était un peu plus vite que... Ah ouais, hein, pas plus que ça, OK. Non. En même temps, les Trashers ont été 3 semaines dans la Ligue nationale. On fait des blagues. Ouais, ça, c'est sûr. Puis après ça, j'étais à Philadelphie, que là aussi, c'était une grosse ville. Une grande ville de sport. Comme tous les 3 stades sont un à côté de l'autre. Ça, c'est une ville que j'ai aimée, mais moi, je suis pas un gars de grosse ville. Fait que j'ai adoré jouer là-bas. Okay. Puis après ça, j'ai bien aimé jouer à Ottawa, ça c'est sûr, parce que ma famille vient de Gatineau, mes parents viennent de La Chute, mes amis viennent de La Chute. C'était le fun de voir comme... J'avais tout le temps au moins 3-4 personnes qui venaient me voir à chaque game. Fait qu'Ottawa était aussi une belle place pour jouer. En tant que, comme la famille t'approche, puis les francophones, si tu vas au game, il y a beaucoup plus de francophones au game que d'anglophones, en tant que partisan. Fait que c'était le fun, puis je m'introduisais plus facilement en tant que, s'il y avait des choses à faire en tant que joueur, puis rencontrer des spectateurs, des partisans, ben moi, j'étais plus facile pour, comme ça, ils parlent français ou parlent anglais, je parlais les 2 langues. Fait que des fois, même les anglophones disent « Comment ça, tu parles les 2 langues? » Puis des anecdotes, je peux t'en dire aussi à Ottawa qui s'est arrivé que Chris Neal parle pas beaucoup français. Fait qu'il était souvent avec moi, il dit « Ah, ben parle au français, moi je vais parler aux anglais. » Ah ben ça! Fait que c'est pour ça, mais c'est... Buffalo et Ottawa étaient 2 belles villes que j'ai jouées. Puis moi, Denis, j'ai une anecdote à te raconter. J'étais à un match dans le temps, je ne sais plus comment ça s'appelait, là, le centre Scotiabank dans ce temps-là, centre Corel, je ne sais pas trop. Puis c'est un match où, là, je me trompe peut-être, mais tu avais marqué au moins 3-4 buts. Ça se peut-tu? Oui. Puis je me souviens, il y avait une gang de gars dans les estrades assis pas loin de moi, puis je suis pas mal sûr que c'était une de tes gangs, c'était ta gang de chums probablement. Puis ils te criaient, puis ils te chantaient ça du Denis Hamel dans les estrades. C'était malade. Le fanbase était tout là. Oui, c'est vrai. Ça m'a marqué. Puis le pire là-dedans, c'était mon cousin qui était dans cette gang-là. Il avait dit, moi, je prends pas plus de bière que ça tant que mon cousin ne score pas un but. Mais j'ai scoré le premier but, mais là, après 3 buts que j'ai fait, c'est une game hors concours. Quand j'ai vu mon cousin après, il était un petit peu magané, comme il dit, j'en reviens pas, c'est le fun. Puis c'est une des affaires que je me souviens aussi que mon cousin était allé avec sa gang, puis c'était loud. Après, quand je les ai rencontrés, il était tout loud, puis c'est quelque chose que je vais tout le temps me souvenir aussi. Là. Ah ouais, solide de beaux souvenirs, ça. J'ai l'impression que tu as passé beaucoup de temps à Binghamton dans le temps. Tu as d'ailleurs porté le C pour les sénateurs de Binghamton, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai été 5 ans capitaine là-bas. Wow! Puis, tu sais, tu avais des excellentes statistiques dans la Ligue américaine, mais on avait toujours l'impression que l'équipe te rappelait pas. Comme ça. Comment tu as vécu ça dans le temps? Honnêtement, c'était très dur pour le moral d'un joueur. Que ce soit pas juste moi, que ce soit n'importe quel joueur qui joue dans la Ligue américaine. Ouais. Tu fais beaucoup de points, puis tu vois que d'autres joueurs sont rappelés dans la Ligue nationale. Mais, sur un autre côté, je me disais, je vais continuer. Qu'est-ce que je suis capable de faire dans la Ligue américaine? Si ça marche pas, si ça fonctionne pas plus tard, ben, j'aurais aucun regret de qu'est-ce que j'ai fait. Je peux vous dire, j'ai aucun regret de ma carrière que j'ai faite. J'ai été dans le Hockey Hall of Fame dans la Ligue américaine. Je suis reconnu pour qu'est-ce que j'ai fait dans les américaines. J'ai aidé les jeunes. Je peux vous dire, j'ai été capitaine de Eric Carlson quand sa première année qu'il est arrivé ici. C'était moi qui étais le capitaine à Binghamton. Cool. Nick Foligno, tous des joueurs que moi je suis fier que j'ai joué avec eux autres. Puis qui ont fait plus que moi, oui. Mais sur mon côté,
quand ils sont arrivés dans le week-end, je leur expliquais un peu quoi faire, comment réagir, puis je sais pas si c'est pour ça qu'ils ont fait si longtemps que ça dans les nationales, mais pour moi, c'était comme un vélo pour dire que j'ai joué avec ces gars-là. Puis j'ai dit qu'est-ce que je pensais qu'ils devaient faire. Puis ça a percé. Je peux vous en nommer un paquet. Puis ça, c'est une chose que je ne regretterai jamais d'être capitaine d'une équipe pour essayer de montrer aux jeunes. J'ai toujours voulu vous montrer aux jeunes, montrer quoi faire, quoi pas faire aussi, parce qu'il y a d'autres choses que tu peux pendant une année de hockey, tu peux t'enligner à gauche comme à droite. Ça, j'essaie de toujours être honnête avec les jeunes. Faites ce que vous pouvez faire. Puis si vous avez besoin de n'importe quoi, demandez. Parce que si tu demandes pas, tu ne sauras pas. Puis j'avais beaucoup de vécu quand ces joueurs-là sont arrivés. Fait que des fois, ils me demandaient des questions. Oui, tu dois faire ça comme ça au lieu de comme ça. Fait que c'est quelque chose que moi, j'ai aimé faire pendant 6-7 ans à Binghamton. Puis je suis content que les joueurs qui sont venus jouer pour moi ou pour notre équipe à Binghamton qui jouent dans les nationales encore en ce moment. Y a-t-il des gars là-dedans avec qui tu es encore en contact ou que vous jasez ou... Pas beaucoup. Le contact se perd beaucoup rapidement. Tout le monde part un peu dans différentes villes, puis ça devient difficile aussi. J'ai encore des contacts avec les sénateurs d'Ottawa, les anciens joueurs. On a à toutes les années-là, à part qu'est-ce qui est arrivé avec le COVID puis ces choses-là. Mais avant ça, on jouait au moins une game par semaine avec les anciens contre une équipe. Une équipe, on va dire, à Prescott. On allait à Prescott, on allait à des places. Puis là, on jouait tous les anciens joueurs. Fait il y a encore Chris Neal que je vois, Chris Phillippe, Sean Van Allen que j'ai joué avec, Sean Donovan. Il y a Pascal Leclerc qui vient de temps en temps de Montréal. Oui. Fait que j'ai un peu de contact avec eux autres, mais j'ai hâte que tout soit fini pour qu'on puisse recommencer à se voir. Comme là, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Là. C'est quelque chose qui me manque, mais... Pendant la COVID, les anciens, il ne s'est rien passé du tout. Comment ça marche d'habitude? Genre, y a-t-il quelqu'un qui prend le lead d'organiser des événements? Les gens vous contactent? Ça fonctionne? Je peux dire comme un directeur gérant des anciens joueurs que lui s'occupe. OK. S'il y a un événement qui arrive, il nous envoie un email. Qui peut aller là? Qui peut faire ça? T'es-tu capable de te déplacer pour aller voir des enfants, aller jouer une game de hockey, aller jouer au golf? C'est quelque chose qui tient à cœur, les sénateurs d'Ottawa. Les anciens joueurs, quand ils ont fini, on dirait que le monde les efface. Fait que c'est pour ça qu'eux autres ils essaient de garder un groupe ensemble pour les tenir ensemble, faire quelque chose que le monde se souvienne qu'ils ont joué pour l'équipe, des tournois de golf. Nous, on a un tournoi de golf des anciens joueurs. C'est quelque chose que Ottawa, comme je te dis, ils veulent mettre ça plus présent. Je sais qu'il y a les anciens Canadiens. Fait que là, ils veulent faire les anciens Ottawa. Toutes les équipes ils ont comme les anciens joueurs. Puis Ottawa, ben c'est ça. C'est comme on a un directeur gérant qui nous envoie un email au moins à toutes les 2 semaines pour dire on a ça à faire. Si vous êtes disponible. Fait que on essaye le plus possible d'être disponible, mais avec notre travail et tout ça, des fois, c'est plus dur. Fait qu'il y a des activités assez régulièrement, c'est surprenant. Oui. Tantôt, Denis, tu as mentionné le Temple de la renommée de la Ligue américaine. D'ailleurs, tu as été nommé en 2020 au Temple de la renommée. Puis je tiens à souligner qu'à ce jour, tu es le 11e meilleur marqueur de la Ligue avec 338 buts. Donc, félicitations. Merci. Non, ça, c'était quelque chose de très spécial. Je m'attendais pas à ça. J'ai eu un appel du président de la Ligue américaine pour me dire que j'étais introduit au Temple de la renommée. Comme je dis à ma femme, c'est un velours d'avoir cette chance-là, d'être parmi ces grands joueurs-là. Oui, on espère toujours d'être dans le Temple de la renommée de la Ligue nationale, mais pour moi, la Ligue américaine était ma Ligue nationale parce que j'ai joué tellement d'années. Puis me faire reconnaître pour ça, c'est quelque chose qui va rester dans ma tête puis dans mon cœur pour le reste de mes jours, ça c'est sûr, certain. Puis surtout que c'est arrivé vraiment 2 semaines avant le COVID là, qui est arrivé au mois de mars après. Là. Je pense que je suis le dernier joueur à être nommé au Temple de la renommée dans la Ligue américaine, mais ça va continuer. Mais c'est quelque chose de vraiment spécial. Ils ont pris beaucoup soin de nous là-bas. Ils nous ont accueillis, ils nous ont donné des choses, ils nous ont fait vivre un moment que
je revivrai jamais de ma vie. Fait que c'est quelque chose que je vais me souvenir. Oh ben, félicitations, honnêtement. Tu le mérites, puis c'est vraiment un bel accomplissement. Là, après le hockey, par exemple, il y a une autre vie, un autre rythme de vie qui doit s'installer. Comment tu vis l'après-carrière, là? Ouais. La transition ouais, l'après-carrière. Je veux pas, quand tu as pris ta retraite, t'étais comme. Tu avais encore des bonnes années. Comment tu as vécu ça? C'est quelque chose que c'était difficile au début. Parce que tu es habitué à faire une chose que j'ai faite pendant près de 18 ans en ligne. Faire la même chose à tous les jours, à tous les étés, s'entraîner, jouer au hockey. Après ça, c'est comme tout se ferme. Ouais. C'est comme le mur est arrivé, puis là, tu joues plus au hockey. J'ai trouvé ça difficile au début. C'était une autre adaptation que j'ai pris. J'étais chanceux. J'ai pris une job que j'adore, que je fais encore en ce moment. Fait que c'est un rythme de vie que les 2-3 premières années étaient très difficiles. Pour moi, c'était plus difficile de regarder des matchs de hockey. Que je voyais encore du monde qui jouait. Puis moi, quand j'ai lâché, j'avais 35, 36 ans. Puis il y avait encore des jeunes que je jouais avec qui avaient 20, 21 ans. Ils jouent encore. C'est ça, on parlait, Denis, de comment c'était l'après-carrière puis tout ça, puis tu disais que ça a été tough, puis ça a été pas évident de voir encore des gars qui jouent pendant que toi, à 35-36 ans, t'as arrêté. Mais je me demande, un joueur qui arrête comme ça, il y a le côté performance, le côté sportif, mais il y a aussi le côté social. Les gars nous parlent tout le temps que la chambre, ça lui manque la chambre, ça lui manque être avec les boys, puis c'est ça pour toi qui a été dur aussi? Ben, c'était dur. Oui, la chambre, les boys. D'autres choses que je peux te dire qui étaient dures, c'est le fait de... Ta vie change complètement. Puis, si les gars sont pas préparés à ça, c'est encore plus dur. Moi, j'étais chanceux, j'avais un agent qui m'avait préparé d'avance pour me dire, ton après-carrière, il faut que tu y penses pas juste à 35 ans quand tu lâches. Là, tu y penses comme à 27, 28 ans, prépare-toi que mec, ça lâche. Mais honnêtement, je pensais jamais que c'était pour te donner un coup comme ça, pour dire que du jour au lendemain, ben là, tu vas pas à l'aréna, mettre tes patins, être avec les boys, aller dîner avec les boys, c'est complètement différent. Fait que ça, c'est une chose que moi, j'ai trouvé difficile. Puis, comme j'ai dit tantôt, c'était de regarder des joueurs qui jouaient avec moi dans les Milliken, qui ont percé dans les nationales, que je suis très fier qu'ils aient percé, mais juste les voir comme jouer encore eux autres, puis moi, je n'étais plus capable de jouer, c'est parce que je n'étais plus vraiment capable. Ça, c'était dur. Fait que c'est pour ça que j'ai dit que ça m'a pris au moins 5 ans avant d'aller voir un autre match de hockey. Ah ouais, hein? Oui, j'ai recommencé à écouter le hockey quand j'avais 40, 41 ans. Ah, tabarouette. Fait que là, c'est moins pire parce que là, je connais presque plus les jeunes, à part les, comme qu'on peut dire, les vieux, là, Fleury, Crosby, puis Malkin, Latin. Ça, c'est des joueurs que j'ai joué contre, qui jouent encore, mais c'est tous les nouveaux, je les connais pas. Fait que c'est un peu moins dur pour moi de les voir aller. Puis je suis content que qu'est-ce qu'ils font en ce moment. Là, c'est une vie incroyable d'être un joueur de hockey. Premièrement, de jouer dans la Ligue nationale, il n'y en a pas beaucoup. Mm-hmm. Puis faire partie de tout ça, que j'ai joué pendant quand même 4 ans dans la Ligue nationale, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Puis comme je dis à tous les jeunes, je souhaite qu'un jour vous faites au moins un match dans la Ligue nationale. Si les jeunes pourraient tous jouer au moins un match, juste voir c'est quoi le feeling, ça serait vraiment incroyable. La tradition du tour de glace tout seul au début du match, là, t'as-tu fait ça, toi? Non, dans ce temps-là, il n'y avait pas ça. Il y a beaucoup de traditions qui ont changé. Dans mon temps, il n'y avait pas un tour tout seul sur la glace. C'était plus, si je peux vous compter, mon premier match en Ligue nationale, c'était contre les Devils de New Jersey. Puis quand je suis arrivé dans la chambre, tous les gars me disaient, l'autre bord, il y a Scott Stevens qui joue à défense. Fait que fais sûr de jamais couper dans le centre parce qu'il va aller te frapper. C'est qu'est-ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'est-ce que je me souviens. Pas comme hey, bienvenue jeune de ta première game. C'était bienvenue, fais sûr de watcher Scott Stevens. Si tu veux en jouer une deuxième.
Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Ben, il n'y a pas personne qui m'a dit félicitations, tu t'en viens jouer. Fais juste te lever la tête pour pas te faire frapper. C'était des petites affaires comme ça que moi, je me souviens, puis ça va toujours rester. C'est pour ça. Puis ce game-là, c'était vraiment, premièrement, le fun à jouer parce que c'était ma première game, mais deuxièmement, j'étais tout le temps réveillé. Scott Stevens était sur la glace, je faisais ça, je restais sur mon bord, puis pas faire d'erreur, mais c'est. Puis en ce moment, ben, la nouvelle tradition, c'est un joueur marque sur la glace, fait un tour tout seul. Fait que c'est des belles traditions que les joueurs y ont. Puis aussi, ton premier match, tu t'as shooté sur Martin Brodeur toute la soirée, fait que c'est quand même pas si mal. Oui, puis surtout quand à mon premier chiffre, j'ai fait mon premier but contre Martin Brodeur. Ah ouais, hein? Ah, nice! Fait que c'est un souvenir que je me souviens encore là, comme c'était hier. Là, j'ai fait un shot, puis je pensais même pas qu'il était dans le but. J'étais tellement surpris que j'ai même pas levé les mains. J'ai fait OK, c'est-tu moi qui ai fait le but ou c'est quelqu'un d'autre? C'était à l'extérieur ou c'était à domicile? C'était à domicile, c'était à Buffalo. Ah, nice, OK. Mais là, tu dis que ça a pris 5 ans avant d'écouter le hockey. Est-ce que tu suis encore tes anciennes équipes? Comment. T'es-tu un fan d'une équipe en particulier ou t'es détaché un peu? Veux pas. En tant que joueur, que je viens de la chute, je viens du Québec, mon équipe est à Montréal. Ouais. Oui, j'ai joué à Ottawa, j'ai joué à Buffalo. C'est sûr que quand les équipes jouent contre Montréal, moi, je m'arrange tout le temps pour prendre pour l'autre équipe parce que tous mes chums prennent encore pour Montréal. Puis quand ils jouent contre Ottawa, ben, je prends pour Ottawa parce que j'ai joué pour eux autres. Puis c'est une bonne organisation. Je peux pas dire que Montréal est une mauvaise organisation. Je fais juste dire que moi, en tant que joueur que j'ai joué pour Ottawa, j'ai pas le choix d'être des supporters. Puis comme je suis tout le temps avec eux autres, je fais encore des activités avec eux autres. Je veux pas dire que Montréal, c'est pas une bonne organisation. C'est juste le fait que si je joue contre Montréal, je vais prendre pour Ottawa. Il y a un sentiment d'appartenance, je veux pas. Parce que c'est comme ça avec tous les joueurs. Jusqu'à quel point est-ce qu'on est fidèle en général à son équipe, tu penses? Moi, je dis que ça va rester toute la vie parce que j'ai pas joué pour d'autres équipes. J'ai joué pour Buffalo, Ottawa. C'est des équipes que je respecte beaucoup. Atlanta, Philadelphie, mais c'est des choses que moi, je vais tout le temps me souvenir. Fait que c'est dur de dire quelque chose contre les autres organisations quand tu n'as pas joué pour eux autres. Pour moi, Ottawa, ils ont été parfaitement professionnels avec moi. Fait que Buffalo aussi. Fait que c'est des organisations que je respecte beaucoup. T'as fait hockey junior, on en a parlé avec Chicoutimi, mais quelques années passées, on pouvait lire dans le droit que tu étais devenu actionnaire des Olympiques de Gatineau. L'es-tu encore? Comment c'est arrivé, ça? Oui, je le suis encore. Je suis fier de l'être, même si je n'ai pas joué pour cette équipe-là. Même si c'est l'équipe qui m'a battu à Coupe Memorial, à Coupe du Président. C'est une chose... j'ai encore les pieds, comme j'ai encore le vouloir d'aider les jeunes. Je m'étais investi un peu avec un groupe de personnes pour acheter une part des Olympiques de Gatineau. On est environ 7 dans notre groupe. Puis c'est comme juste pour que le hockey continue. On sait que les temps des fois sont durs. Si je peux investir dans l'équipe, les aider, je sais qu'ils vont faire d'autres affaires plus tard. On va peut-être aller voir les joueurs, s'ils ont des questions, s'ils veulent apprendre de qu'est-ce qui s'est passé dans mon junior, les aider, ça va me faire plaisir de les aider. Mais c'est une chose que j'avais à cœur de faire, de toujours avoir les pieds dans le hockey, même si pendant quelques années, je n'ai pas regardé le hockey. Je veux encore continuer dans ces pas-là pour être actif. Puis surtout, comme une équipe junior, c'est là que les jeunes apprennent le plus. C'est un moment dans ta carrière que tu es entre 17 et 20 ans. Tu as des choix à faire, c'est soit l'école ou le hockey. Fait que c'est pour ça que j'ai investi un peu là-dedans, puis essayer de les aider ou de répondre à leurs questions s'il y en a. Puis je t'écoute parler, puis toi, quand tu as pris ta retraite, une carrière, rester dans le hockey, est-ce que c'est quelque chose qui t'aurait intéressé? Parce que là, t'es plus là. Ben, je veux dire, oui, tu joues probablement pour le fun et tout ça, mais ton métier est ailleurs. Ça t'aurait pas tenté de rester dans le hockey un peu? Comment c'est? Ben,
Comme j'ai dit tantôt, ça m'a pris 5 ans avant de regarder le hockey. Ouais, mais tu voulais vraiment plus rien savoir, là. Là, environ 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, j'ai recommencé à vouloir m'introduire plus pour recommencer. Comme là, en ce moment, je coach Junior C. OK. L'équipe à Saint-Isidore. Est-ce que c'est encore les Aigles? Oui, c'est encore les Aigles. J'ai adoré ma saison. Honnêtement, c'est une place que je pense que je peux commencer tranquillement. Je veux pas sauter des steps trop vite. Fait que j'ai commencé avec eux autres. J'ai coaché l'an passé, m'a coaché l'année prochaine. Je veux commencer comme un joueur de hockey commence, par le niveau que tu es capable de coacher puis monter tranquillement. Je veux pas faire des sauts de pas être coach puis aller coacher dans les week-ends ou dans n'importe où d'autre. Je veux commencer dans un niveau que je suis capable. Puis ça demande beaucoup, mais moins que la ligne junior majeure du Québec, la ligne américaine. Ouais. Fait que j'ai une pratique par semaine, 2 games les fins de semaine, puis les jeunes aussi veulent apprendre même. J'ai des jeunes de 17 à 21 ans là-dedans. Fait que ça me donne une chance de leur dire qu'est-ce que j'ai vécu, puis qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour s'ils veulent s'améliorer. On a vu à Montréal que ça va vite devenir entraîneur-chef de la Ligue nationale. Oui, beaucoup. Ça arrive pas souvent, là, mais... Non, j'ai vu ça, là, puis je suis fier, là, Martin Saint-Louis, c'est un gars que j'ai pu jouer contre lui. C'est un saut très dur à faire quand tu n'as jamais été coach, tu t'en vas coach. Mais comme je le connais un peu, il a tellement le vouloir de gagner, puis de compter ses histoires aussi, parce que c'est un gars qui n'a pas été drafté, qui était au collège. Oui. C'est quelque chose que pas tout le monde qui va connaître ça. Fait que lui, il a un cheminement particulier aussi. Fait que s'il peut aider les jeunes, puis aider le calibre de hockey, c'est une chose que je respecte beaucoup envers lui. Puis en ce moment, regardez, j'écoute encore le hockey, je suis très fier de lui, ça va bien à Montréal. Fait que s'il peut continuer sur ces pas-là, je vais être très content. Sans plus tarder, faites place au tir de barrage. Ton idole de jeunesse, que ce soit hockey ou pas hockey? Moi, c'était Mario Lemieux. Tu l'as vu jouer pas mal. Ouais, c'est vrai, tu l'as vu jouer pas mal. Oui, puis j'ai joué contre lui. T'as eu le temps de jouer contre lui, mais... Wow, quand même. OK. Jouer contre son idole, c'est quelque chose, ça. Oui, beaucoup, puis surtout à la même mise au jeu, à côté de toi, puis c'est pas un petit bonhomme. Moi, je pensais non, c'est ça. Je pensais que j'étais un gros bonhomme, mais lui, il est encore plus gros que moi. Ouais. C'était-tu à son retour, après qu'il soit revenu? Retour. OK. Ouais. OK. T'as joué pour plusieurs équipes. Est-ce que t'as encore tous ces chandails-là? Je les ai au complet, même des chandails que dans les week-ends, on jouait souvent avec des chandails différents. Ouais. Comme je te dirais, le St. Patrick Days, l'Halloween, il y avait des chandails différents. Je les ai tous. Je pense que j'ai au-dessus de 70 chandails. Et toi, le walk-in closet, c'est les chandails. Là, c'est ça. Une journée de vacances pour Denis Hamel, ça ressemble à quoi? En ce moment, moi et ma femme, on a une petite hobby farm. Fait qu'une journée de vacances, c'est juste relaxer sur la ferme. Ça arrive pas souvent, hein? Non, c'est ça. Mais juste relaxer sur la ferme. Puis en ce moment, on fait du sirop d'érable. Aller masser dans la cabane à sucre, c'est comme mon petit passe-temps là, de tranquillité. Avec toute cette grande et longue carrière-là, ton plus beau souvenir qui te reste en tête? Mon premier but dans la Ligue nationale. Martin Brodeur, puis c'était... Tu peux pas changer ça. C'est vraiment ton premier step dans la Ligue nationale. Puis surtout, ça, c'est une autre histoire. J'avais pris le numéro 55 parce que mon père venait d'avoir 55 ans 2 jours avant. Fait que j'ai dit à mon père, j'ai appelé mon père, j'ai dit, t'écouteras la game à Buffalo, je vais jouer, j'ai quelque chose pour toi. Fait que là, quand je suis embarqué sur la glace avec le numéro 55, après la partie, je l'ai appelé, je dis, t'as-tu vu? Il dit, ouais, t'as mis mon âge. Ah, c'est bon, ça. Je peux te dire que ça fait déjà 22 ans de ça. Puis, dans le fond, là, t'es parti de 55 à 17. Après ça, ça a été ton numéro avec lequel on t'a connu. Y a-t-il une raison en particulier? Tous les joueurs de hockey, on est superstitieux. Ça, je peux vous le dire. Je suis parti du junior, j'avais le numéro 11. Je suis arrivé à Buffalo. Le numéro 11, c'est Gilbert Perrault. Je ne pouvais pas le prendre.
Après ça, dans les américaines, j'avais le numéro 11 là-bas à Rochester, dans les américaines, pour Buffalo. Puis quand j'ai signé à Ottawa, le numéro 11, c'était Alfredson. Puis quand j'étais allé dans les américaines à Binghamton, le numéro 11 appartenait à Chris Kelly. OK. Puis j'avais demandé, je dis, peux-tu avoir le numéro 11? Ah, il dit non. Il dit, même si j'étais plus vieux que lui. Moi, j'ai jamais eu aucun regret. Comme qui a dit non, je te donne pas mon numéro. Fait que j'ai dit, c'était quoi ton ancien numéro? Il dit 17. Ben, je vais en prendre le 17. C'était comme ça. Puis c'est juste un changement. Comme il voulait prendre le numéro 11, puis lui avait le 17 avant. Ben, je dis, je vais prendre le 17. Puis ensuite, j'ai gardé le 17 le plus longtemps. Ben, tout le reste de ma carrière. Longue carrière. Puis écoute, tu nous racontais tantôt un peu comment que c'était dur des fois d'être aussi performer dans la Ligue américaine, puis attendre le coup de fil qui venait pas, puis dire bon ben quand est-ce qu'ils vont me rappeler. Nous les fans, on a toujours eu un soft spot pour Denis Hamel. Nous autres, on était tout le temps contents quand il était rappelé. Puis nous autres aussi, on se disait tout le temps, voyons, comment ça qu'il ne rappelle pas? Comment ça que c'est pas lui qui rappelle? Juste te laisser savoir que tu nous as marqué les partisans des Sénateurs, puis quand on se demande un peu à qui qu'on va parler, qui qu'on va appeler, t'as été une des premières personnes à qui qu'on a pensé, parce que je pense que t'as touché quand même beaucoup de partisans, puis du côté francophone en même temps aussi, fait que c'était un fit naturel là, de te parler aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Merci à toi, Denis. Alors, c'est ce qui complète cet épisode de La Brigade. On espère que vous avez aimé ça. De notre côté, on veut remercier Squirrel Noir pour la musique thème, ainsi que Nicolas Saint-Pierre que vous avez pu entendre entre chaque segment. Si vous aimez ce que vous entendez, laissez-nous un review sur Apple Podcasts ou sur Facebook. Sinon, laissez-nous le savoir, on veut continuer à s'améliorer. On vous rappelle que tous les matchs de la saison régulière des Sens sont disponibles sur les ondes du 94,5 Unique FM, avec Nicolas Saint-Pierre à la description et le coach Alain Sancartier à l'analyse. D'ici là, continuez à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, et on s'en rejase.